Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Bienvenue dans le 4e épisode des Conversations thérapeutiques. Les Conversations thérapeutiques, c'est notre rendez-vous mensuel avec Alix Georges, hypnothérapeute et thérapeute au sens large. Vous êtes très nombreuses et nombreux à avoir réagi aux épisodes précédents et vu les audiences, j'ai l'impression qu'il y a un réel emballement sur cette série et c'est tant mieux. Après le travail, le couple et les addictions, on aborde cette fois avec Alix le sujet qui me passionne, la transmission. Qu'est-ce que la transmission ? Pourquoi éprouvons-nous le besoin de transmettre ? Quels sont les mécanismes psychologiques de la transmission dans la sphère familiale ? Un petit focus sur l'héritage. Et là, on se demande ce qu'il se passe au moment de l'héritage psychologiquement. Et enfin, comment bien transmettre et surtout, comment bien recevoir. Cet épisode est encore une pépite grâce à Alix et j'espère sincèrement qu'il vous sera utile. Allez, place à cette 4e conversation thérapeutique avec Alix Georges. Alix, je suis ravie de te retrouver pour ce 4e épisode des Conversations thérapeutiques. Alors, petite introduction quand même. On se connaît, même si je renvoie tout le monde aux épisodes précédents, bien entendu. On se connaît, et là, on faisait le compte avant d'appuyer sur le bouton on. Ça va bientôt faire 10 ans qu'on se connaît. On a travaillé ensemble, mais je vais te laisser, si ça ne te dérange pas, te présenter. Je rappelle que tu es hypnothérapeute et thérapeute au sens large, que tout le monde peut te retrouver en tapant ton nom, Alix Georges, comme Georges, le prénom, sur n'importe quel moteur de recherche, et on va tomber sur ton site internet. Voilà, mais est-ce que tu peux te présenter rapidement en nous disant que ce que tu veux nous dire, bien entendu. Bonjour Estelle, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup pour ton invitation. Alors effectivement, donc 4e épisode de la série Conversations thérapeutiques, toutes les deux. Tu m'as déjà invité il y a quelques années maintenant à participer à un autre podcast où j'ai parlé de ma pratique en hypnothérapie. Et pour récapituler pour les gens qui me connaissent moins, je m'appelle donc Alix Georges. J'ai fait des études littéraires. Ensuite, j'ai fait l'école HEC. Après, j'ai travaillé longtemps dans le monde, enfin pas très longtemps, mais j'ai travaillé dans le monde de l'entreprise où effectivement on s'est rencontrés, toi et moi. Et ça fait maintenant 5 ans que j'ai entamé une conversion pour devenir hypnothérapeute et thérapeute au sens le plus large. Et j'ai ouvert mon cabinet il y a maintenant 4 ans. C'est ça, 4 ans, ça passe vite. Exactement. Alors Alix, cette fois-ci, après avoir abordé les addictions, le couple, le travail, on va aborder la transmission. Donc la transmission, tout de suite, je le pense, quand on évoque ce terme, fait appel à différentes références pour chacun de nous, c'est forcé. Et nous, en fait, on va aborder la transmission sous un angle familial. Je tiens à le préciser parce qu'en fait, on peut évoquer la transmission en entreprise, etc. Peut-être que des gens, au travers de cette interview, vont retrouver des choses qui pourront les aider dans le monde de l'entreprise ou dans leur vie perso. Mais nous, on a fait ce choix de parler de la transmission dans le cadre familial. Voilà. Donc, allons-y. Et commençons par le commencement, à savoir qu'est-ce que la transmission, Alix ? Alors, la transmission, c'est tout simplement le fait de transmettre. Voilà. C'est le fait de passer quelque chose à quelqu'un. Avec ce préfixe trans qui évoque transmission, transformation, transport, qui évoque l'idée d'une traversée, l'idée d'un passage, l'idée d'une circulation. J'ai jamais fait le lien avec transport, tiens, c'est oui. Comme quoi. Et c'est très important, en fait, dans la transmission, il y a l'idée de la circulation. Il y a l'idée que
un élément psychique, un élément matériel, un élément émotionnel circule. C'est ça en fait la transmission. D'accord. Que nous donc on va discuter dans le cadre effectivement de la famille, qui peut être transposable comme tu disais au cadre de l'entreprise, au cadre amical, au cadre professoral par exemple. Dans la famille, pourquoi c'est très intéressant, surtout d'un point de vue thérapeutique, c'est que ça a à voir en fait avec un cycle de vie de façon générale. C'est ça. La transmission se passe toute la vie, mais elle s'articule autour de 2 moments clés, je pense qu'on va les analyser précisément, qui sont la naissance et la mort. Forcément. Exactement. Mais alors, du coup, pourquoi avons-nous ou éprouvons-nous le besoin de transmettre ? Parce que finalement, je pense que c'est relativement commun, que ce soit des valeurs, une éducation, un patrimoine, une culture, peu importe, mais c'est assez humain finalement la transmission. Oui. Donc, pourquoi ? Alors, je dirais même que c'est plus que humain, c'est biologique, c'est carrément animal, puisque c'est ça. Quand la première chose qu'on transmet, c'est la vie, biologiquement. Enfin, on est quand même des êtres biologiques, comme les animaux. Et quand on transmet la vie, on transmet déjà un patrimoine génétique. Donc, il y a déjà des choses qui se transmettent. Ça fait partie du cycle de la vie, le fait de transmettre. Après, il y a la dimension psychique, la dimension psychologique. C'est ce qui nous différencie des animaux. Montaigne avait une phrase très belle. Il disait « c'est une manière d'allonger son être ». C'est une manière, en fait, de s'installer dans la durée, d'articuler le passé, le futur, le présent. C'est une manière de laisser une trace. C'est une manière de laisser une empreinte face à la grande énigme de pourquoi nous sommes là, finalement. Et Régis Debray a dit plus récemment « nous transmettons pour que ce que nous vivons, pour que ce que nous croyons et pour que ce que nous pensons ne meure pas avec nous. » Donc en fait, je dirais qu'on transmet pour ne pas vraiment mourir. Tu vois donc la transmission est fondamentalement liée à la vie, elle est fondamentalement liée à la mort. Et c'est quelque chose, tu posais la question, pourquoi c'est tellement important ? T'en parlais effectivement comme de quelque chose d'extrêmement naturel. C'est vrai que c'est naturel, on transmet sa culture, on transmet sa langue, etc. Mais l'homme a eu besoin même de réglementer cette transmission, de la codifier, de la légaliser. Je te donne un exemple. On hérite du nom de famille de notre père. Tu vois, donc on transmet le nom du père. Dans la religion juive, on transmet la religion par la mère. La transmission a eu besoin d'être légalisée, codifiée, ritualisée. Les musées sont un lieu extrêmement codifié où on transmet des œuvres d'art. Les bibliothèques, on transmet des livres. L'école, c'est le lieu de la transmission du savoir. Tu vois, en fait, la société est extrêmement organisée par rapport à la transmission. En France, une anecdote, enfin, c'est pas une anecdote, mais c'est un fait, on ne peut pas déshériter quelqu'un. On ne peut pas ne pas transmettre. Qu'est-ce qu'a fait Johnny Hallyday ? Il a fait quoi ? Il est passé par la loi américaine. Ah, c'est ça. Oui. Voilà. En France, on ne peut pas déshériter quelqu'un. Ça pose question. On ne peut pas ne pas transmettre. Exact. On transmet évidemment sa culture, sa langue, son histoire, comme je te disais. Et on va s'intéresser plus spécifiquement au monde de la famille, où en fait, une famille transmet son histoire familiale, son inconscient familial, son récit familial, les injonctions, les non-dits, avec du positif, avec du négatif. On est chacun dans une famille, on est empreint de transmission familiale. Et tout l'enjeu pour l'être humain, ça va être comment faire pour s'approprier ce qui nous a été transmis en y incluant sa propre identité. Mais c'est ça. C'est toute la question en fait qu'on va se poser. Ouais. Quels sont les mécanismes du coup psychologiques de la transmission dans la sphère familiale ? Alors, comme je te disais, toute la question que l'être humain va finalement se poser toute sa vie, ça va être comment je fais pour m'approprier ce qui m'a été transmis et de quoi je dois me défaire parce que finalement ça ne m'appartient pas. C'est ça. Tu vois ? Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. Bah, c'est toute sa vie en fait qu'on essaye de faire ça. En fait, et ça rejoint effectivement la question de la transmission, en psychologie familiale, la transmission ne se fait pas comme transmettre un mail, par exemple. Ouais. C'est beaucoup plus complexe. Ouais, si on regarde une famille d'un point de vue systémique, dans la famille, il y a d'un côté, et on va partir du principe, juste pour que les choses soient claires, que la transmission, dans ce qu'on va se dire, elle est définie comme ce qui circule des ascendants vers les descendants. Donc des parents vers les enfants, en gros. Hein. Il peut y avoir des variantes, mais on va la faire comme ça. Dans une famille, donc d'un côté, tu as le parent, tu as l'ascendant. Sa fonction,
on va vraiment parler d'un point de vue systémique, en tant que parent, ça va être de gérer la manière dont une chose psychique, à savoir une connaissance, un affect, un état d'esprit, une valeur, un fantasme, va passer et circuler. Donc ça va être du côté de l'ascendant. De l'autre côté, tu vas avoir donc l'enfant, lui qui va recevoir une charge, qui est celle de recevoir ce qui lui est transmis. Donc tu as une relation avec un émetteur et un récepteur. Et dedans, tu as un processus qui est très complexe de circulation, de conscient à inconscient, mais aussi d'inconscient à inconscient. Et en fait, dans cette dynamique de relation parent-enfant, il va y avoir une asymétrie dans la relation, parce que celui qui transmet, il va être mis en position de donneur, donc en situation de disposer de quelque chose dont le receveur est naturellement privé. C'est toute la thématique de l'éducation, de l'exemplarité, de comment j'éduque mon enfant, de l'intention que je donne à cette éducation, qu'on affiche face à nos enfants, mais aussi toute la dynamique qui est beaucoup plus cachée de ce qu'on assigne à nos enfants, tu vois, de ce qu'on assigne, de ce que nous, on n'a pas pu accomplir nous-mêmes, de ce qu'on leur demande de faire à notre place, de ce qu'on n'est pas capable de faire, et aussi de ce qu'on n'a pas forcément envie de partager avec eux. Donc c'est ça la dynamique inconsciente. Oui. C'est terrible parce qu'en fait, très peu de gens engendrent, le terme est pas très beau, mais enfin, on devienne parents en ayant conscience de tout ça finalement, parce que. Oui, je suis d'accord. Tu vois, enfin, si on y pense, moi j'ai eu la chance de faire un enfant sur le tard. Donc toutes ces choses-là, j'ai commencé un peu à essayer d'y réfléchir il y a quelques temps. Je te dis pas que j'ai fini d'y réfléchir, mais bon, voilà, tu vois, enfin, je me suis dit, bah, il y a des choses, c'est sûr de sûr que je ne lui souhaite pas ça, et effectivement, il vaut mieux pas. Ensuite, des trucs que je lui souhaite, mais comment dire, j'ai un poème, en fait, un extrait du Prophète, je sais pas si tu connais, qui m'a vraiment marqué, parce que je crois que je l'ai lu très peu de temps avant de tomber enceinte. Et c'était, ça démarre comme ça, c'est: vos enfants ne sont pas vos enfants. Et c'est-à-dire que j'ai du coup beaucoup réfléchi là-dessus, et je me suis dit, tu n'as pas le droit de lui transmettre certaines choses autant en positif qu'en négatif, et du coup c'est très complexe parce que là-dedans t'as quand même aussi un sujet d'éducation, on en parlait un petit peu de temps avant, mais de qu'est-ce que je dois lui donner comme attribut pour se sentir bien en société, pour faire en sorte que tu vois, c'est quand même assez, c'est des choix assez. On n'est pas obligé de tout le temps tout analyser, tout étudier. Simplement, quand t'es parent, avec l'amour que tu donnes naturellement à ton enfant, tu fais déjà bien. Ouais. Un enfant, il a simplement besoin de ça. Après, tout le monde, on reçoit tous les casseroles, les choses positives, les choses négatives, et c'est au travail aussi de l'enfant, quand il grandira, de s'approprier ce dont il a besoin. Bien sûr. Donc rassure-toi. C'est un peu compliqué en ce moment de me rassurer. Mais effectivement, il y a un chercheur en psychologie qui s'appelle Patrice Cuinet, qui a étudié justement... Patrice, comment tu dis ? Cuinet. Cuinet. C-U-Y-N-E-T. Ok. Qui a étudié toute la question des enjeux psychiques de la transmission. Et il explique en fait en quoi justement donc ça s'articule entre deux périodes fondamentales qui sont la vie et la mort. Et il explique, pour revenir à ce que tu étais en train de dire, en fait, quand un enfant naît, il est attendu par ses parents, il est attendu aussi par tout le groupe familial. Et l'arrivée d'un bébé, tu es devenue mère il n'y a pas très longtemps, tu l'as vu, elle mobilise et elle bouscule profondément l'ensemble de l'équilibre du réseau familial. Bien sûr. Hein, t'es d'accord ? À la naissance, tout de suite, l'enfant, il va recevoir déjà des assignations. On va tout de suite chercher ce qui a été transmis, par exemple, physiquement. Ah, il a tes yeux. Il a les yeux de sa grand-mère, il a le nez de sa tante. Ouais. Et ça, pourquoi on fait ça ? C'est parce qu'on a besoin d'attester que l'enfant appartient bien au groupe. Ouais. Tu vois ? Dans cette dynamique de transmission. Et le bébé, à ce moment-là, devient un objet idéalisé s'il correspond aux attentes des autres, avec des processus projectifs qui sont très, très actifs. Mais il peut aussi être, pas forcément bébé, mais plus tard, il peut être plus rejeté. Et c'est le fameux vilain petit canard. Mais c'est ça, parce qu'en fait, si tu veux, on a quand même vu, excuse-moi, je te coupe 2 secondes, mais c'est vrai que parfois, la phrase, je l'ai déjà entendue plusieurs fois, c'est « mais comment ils sont sortis du même ventre ?» Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai déjà entendu, mais plein de gens dire ça, même me concernant, mais je veux dire, j'ai 2 sœurs et on est très très différentes les 3. On n'a rien à voir, mais rien à voir du tout. Et en fait, à un moment, je me dis, mais pourquoi ? Tu vois, parce qu'on est vraiment diamétralement opposés.
Donc, diamétral, ça fait triangle, en termes de triangle. Mais voilà, et si tu veux, tout de suite, je sais pas, excuse-moi, ce n'est pas forcément lié à ce que tu viens de dire, mais encore une fois, même en disant ça, comment ils ou elles ont pu sortir du même ventre, c'est encore une fois un rappel à la tribu, Mais c'est un rappel au fait qu'en fait, il faut appartenir. L'enfant, quand il reçoit le don de la vie, à une communauté, ça le rend d'emblée débiteur. C'est ça. C'est cette notion, en fait. Parce qu'il reçoit par là même les vœux conscients, les projections. Tu vois, là, ce que tu es en train de dire, c'est on constate qu'effectivement, on peut être différent en sortant du même ventre, ce qui est finalement très normal d'un point de vue génétique. Fort heureusement même. Mais psychiquement, effectivement, le besoin de la tribu, le besoin de l'appartenance, etc., est tellement fort qu'on a besoin de savoir à qui on appartient, à quoi on appartient. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un deuxième moment qui est très important, qui est le moment aussi d'entrer dans la société, qui est le moment de l'inscription du nom et du prénom sur le registre de l'état civil, parce qu'en fait, ça sert aussi à prévenir la famille que l'enfant appartient aussi à la société. C'est aussi à ça que ça sert. Enfin, je rappelle qu'on vit en société. Oui, au cas où les gens l'aient oublié. Voilà. Mais tu as raison. En fait, l'enfant reçoit les vœux conscients, les vœux inconscients d'appartenance et que chacun souhaite qu'il réalise par la suite. On hérite tous de ce fameux legs d'obligations qui sont liés en fait à quoi? Au désir insatisfait et aux failles de nos ascendants. C'est ça. Et ça, on en est imprégné, qu'on le veuille ou non, tout le temps. Et qu'on le veuille ou non, on imprègne tout le temps nos enfants de ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que ça crée ensuite comme mécanique dans la famille? Ça peut faire souffrir, je suis d'accord, mais en fait, ça donne une place narcissiquement dans la famille. Le fait de recevoir ces assignations. Ça nous donne une position de valeur, ça nous donne une importance pour les autres. On sait à quoi on appartient, à quelle famille on appartient. On est accepté, on est reconnu et d'une certaine façon, on devient entre guillemets indispensable au réseau familial. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas que du négatif, quoi, au contraire. Ah non, ça nous permet de tenir. Et justement, l'adolescence, je vais en parler juste après, ça va être un moment où ça va s'ébranler. Parce que donc, on nous investit à ce moment-là par affiliation, comme représentant de la lignée, on est reconnu et on a besoin d'être reconnu. Et se tisse ainsi un lien de reconnaissance par l'héritage symbolique et l'héritage imaginaire de la famille. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tous les membres, pourquoi la famille c'est tellement important, tous les membres d'une famille sont reliés par ce pacte implicite qui nous permet d'assurer une continuité dans notre chaîne à nous et transmettre le modèle familial. Tu vois? Très bien. Et il y a une psy qui s'appelle Pierra Olanier, qui était une très grande psy, et qui parle de contrat narcissique. Elle dit, grâce à ce pacte implicite, on reçoit une place dans notre famille, une identité, une éducation, une appartenance, une protection, mais en échange de quoi il faut être loyal. Et on reprend à son compte le nom, les valeurs, les comportements familiaux qu'on se prépare ensuite à transmettre. Tout ça, c'est l'enjeu de la transmission. Donc, on est tous reliés dans une famille par une dette, qui se transmet de génération en génération. Et ce qui va se passer, c'est que un enfant, c'est facile pour lui de se soumettre à ce pacte parce que c'est sa seule façon d'exister, d'une certaine façon. Mais la fameuse crise d'ado, c'est quand arrive le besoin de se différencier. On a besoin de se dégager du groupe familial pour s'affilier à d'autres groupes. Et c'est là que vont pouvoir se mettre en place d'autres mécanismes de transmission. C'est pour ça que, par exemple, chez les ados, les profs sont très importants. On va recevoir une transmission par la culture, par les copains, par les profs, par l'école. Tu vois ce que je veux dire? Et à ce moment-là, l'adolescent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va questionner sa famille et son modèle pour s'autonomiser. Et c'est à ce moment-là que va arriver la fameuse crise d'adolescence, le temps de la glande, le temps où on zone, le temps où on se rebelle. Et en fait, ce temps de zonage, de glande, de rébellion, c'est comme un passage à vide qui sert, il a un vrai rôle, à se retrouver soi. C'est un moment où on est obligé de se désolidariser des transmissions qu'on a reçues pour attendre que quelque chose de personnel et non plus les dictates qu'on a reçus puissent à peu près s'installer. Ouais. Tu vois? Très bien. Donc, c'est un moment où un positionnement personnel devient possible, mais qui nécessite un travail et qui nécessite notamment un travail entre guillemets, de trahison. Il y a des trahisons, il y a des déloyautés qui sont nécessaires et c'est souvent à l'adolescence que ça s'articule. Et ensuite, toute la vie va être
d'osciller entre ces fameuses trahisons nécessaires et les et loyautés. les réconciliations nécessaires aussi, parce qu'on appartient à un groupe et il y a du positif et il faut se réconcilier aussi avec ça. Il y a des gens qui n'y arrivent jamais. Parfois, malheureusement, c'est pas possible. Ouais. Quand on a commencé, j'ai oublié de citer quelqu'un et je n'arrive pas à retrouver. Là, j'ai essayé. C'est quand même fou, mais je crois. Je ne me souviens plus qui l'a dit, mais ne pas transmettre une expérience, c'est la trahir. Tu sais, il y avait quelqu'un qui a dit ça, mais je n'arrive plus à retrouver. Mais bon, pareil, je le mettrai en amont de l'épisode. Mais il y a beaucoup de belles citations sur la transmission. Attends, je reviens juste sur ce que tu disais sur le fait que à l'adolescence, il se passe des choses et finalement qui peuvent s'inscrire sur la durée, empêchant certaines personnes finalement de se réconcilier avec ses parents. C'est-à-dire que il peut se passer à ce moment-là, après l'adolescence, on le situe, je sais pas vraiment à quel âge, enfin c'est pas forcément hyper inscrit, enfin je sais pas d'ailleurs si non, mais on en dit plus, quoi, c'est de un 13 peu remis à... en question en ce moment, parce que comme on est dans une époque où on s'individualise de plus en plus, on s'écoute de plus en plus. Et l'adolescence, elle se termine, on va dire, dans la vingtaine, mais ça traîne ça aussi. Traîne un peu. Parce on a plus besoin de se trouver, alors qu'à l'époque, on suivait plus les recommandations familiales de ses parents. D'accord, ok. Est-ce que selon toi, enfin je rajoute un truc comme ça, mais vraiment c'est au fil de la discussion, mais est-ce que c'est plus dur de transmettre de nos jours, selon toi, que de transmettre il y a 50 ou 60 ans? Je sais pas. Tu parles de quelle transmission? Au sens, comment dire, justement parce qu'on vit dans une époque d'individualisme très poussé, etc., que l'appartenance finalement à la famille, au clan, tout ça, j'arrive pas bien à savoir si aujourd'hui c'est si primordial que ça dans l'esprit des gens de transmettre. En fait, c'est ça ma question. C'est-à-dire que moi, je sais que je suis obsédée par la transmission. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Peut-être par loyauté, peut-être par, je sais pas. Bon. Mais j'ai tout de suite, enfin même quand je sais un truc, j'ai tout de suite envie de le dire. Quand j'apprends quelque chose, toujours indispensable au sein de la cellule familiale comme ça l'était avant. D'autant plus qu'on est en miroir avec une génération qui ne fait que transmettre. C'est-à-dire que même la sphère intime est en permanence, si tu veux, mise en lumière par les réseaux sociaux, etc. Et je me demande, si tu veux, j'essaye de savoir, parce que quand on dit transmission finalement, il y a un côté un peu rétro. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'arrive pas bien à exprimer ce que je veux dire, mais c'est... il y a un côté un peu secret, un peu privé, un peu chasse gardée, familiale, tout simplement. Et du coup, je me pose la question si dans cette période où tout le monde transmet sa vie privée, tout le monde fait en sorte que tout le monde sache, enfin que toute la vie privée soit relativement très connue. Enfin, rares sont les gens qui la gardent privée. Mais voilà, je me pose la question de savoir si aujourd'hui, c'est si important que ça, ou moins important de transmettre. Tu vois, je sais pas. Je n'arrive peut-être pas. Toi, t'as des gens qui se confient à toi sur ce sujet, je ne sais pas, mais voilà, je me demande si la famille a pas été, comment dirais-je, un peu modifiée. Oui, certainement. Excuse-moi, c'est un très long développement. Mais non, justement, j'écoute. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, on reprenait juste à son compte le modèle familial. C'est ça, on se posait pas de questions. Ton père était médecin, tu devenais médecin. Ton père était boulanger, tu devenais boulanger. C'était classique, en fait, de faire ça. Il y a même une époque, il n'y a pas si longtemps, où les parents décidaient avec qui les filles allaient se marier. C'est ça. Tu as raison. Aujourd'hui, on entre dans une époque où on s'individualise de plus en plus. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que quand les gens ont besoin de transmettre comme ça leur vie privée, etc. Moi, la façon dont je le vois, c'est qu'un transfert de ce fameux contrat narcissique, c'est pour exister. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est-à-dire que puisque la cellule familiale explose un petit peu, etc., on a toujours ce besoin de transmettre, de dire qui on est, d'être reconnu. C'est la même mécanique en termes de psychologie. T'as raison. Sauf que ça ne se manifeste pas au même endroit. T'as totalement raison. C'est très brillant. C'est ma façon de le voir. Non, mais t'as raison. T'as entièrement raison.
Et en ce qui concerne, puisque c'est aussi un sujet que tu as abordé, la question de la transmission, ce que tu fais ton podcast, c'est de la transmission. Tu veux transmettre du savoir, tu veux transmettre des rencontres. Et en ce qui concerne aussi la parentalité, puisque c'est aussi le sujet, la famille, on aura toute notre vie besoin de transmettre nos valeurs, notre culture, notre histoire, qui on est à nos enfants. Pour moi, ça, c'est quelque chose de plutôt immuable. Je me pose la question. Oui, tu vois, c'est-à-dire que je me pose la question. Ouais. En ce moment, vraiment... mais tu as raison, parce que par exemple, aux États-Unis, on parlait de l'héritage tout à l'heure. Il y a toute une mouvance, Bill Gates, Warren Buffett, etc., qui ont décidé de ne plus transmettre, par exemple, leur héritage financier. Ils en transmettent une partie quand même. Hein. Mais ça remet en question... Qui n'est pas négligeable. Comment ? Oui, ça remet en question On peut trouver ça très bien. Enfin, je trouve ça plutôt noble, d'ailleurs, quand il y a des fortunes pareilles. Mais ça remet quand même en question un fondamental qui est normalement de père en fils, de père en fille, père en fils, parce qu'on était dans des sociétés patriarcales avant. On transmettait. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui évolue là-dessus. Oui, d'autant qu'en plus, on a un peu le sentiment quand même que c'est fait au sens je vais transmettre à quelqu'un d'autre que mon enfant. Oui. C'est-à-dire que cet argent, bien entendu, ils vont le reverser à des associations ou ils vont en faire autre chose. Oui. Mais je pense que maintenant, c'est vrai que c'est plus un acquis. C'est ça. C'est plus naturel. Et ça va bien en phase avec le fait qu'il y a des mutations là-dedans. Mais ça peut permettre aussi aux enfants de s'émanciper beaucoup plus. Mais je pense que c'est extrêmement vertueux, puisque c'est exactement l'inverse, justement, des dynasties royales. Bien sûr, moi j'ai vu un documentaire sur la reine mère. Oh, qu'est-ce qu'elle est chiante sa vie. Non mais excuse-moi de parler comme ça, mais je me suis dit, mais la pauvre, elle peut même pas partir en voyage, elle peut même pas décider de se faire un week-end. Enfin, elle a une vie d'une monotonie terrible, la pauvre. Mais bon, longue vie à elle. D'ailleurs, attends, mais en parlant de ça, la royauté, en soi, c'est quand même un gage de transmission. Voilà, c'est un gage de stabilité aussi. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Je reparle rapidement des exemples, mais j'aime bien citer quelques exemples un peu concrets. Mais on peut penser à la famille Arnault, par exemple, à Bernard Arnault, qui lui, j'ai cru comprendre. Après, il reste très secret sur sa vie personnelle, mais j'ai cru comprendre que la transmission à ses enfants était quelque chose qu'il avait complètement intégré depuis très longtemps. C'était d'office naturel que ses enfants soient intégrés au groupe LVMH et très vite finalement. Ouais. Ce qui a peut-être pas été le cas pour Bolloré, par exemple, tu vois, parce que Bolloré, j'ai commencé à lire un article dans Le Monde où justement, il y a une série qui est très intéressante d'ailleurs. Bolloré, pour le coup, lui, il voulait, puis les enfants voulaient pas. Enfin bon, il y a eu un sujet. Donc c'était pas clair ici, c'était pas clair de chez clair que c'était les enfants qui allaient succéder au père. Ensuite il y a l'exemple Lagardère qu'on peut citer, où là il a clairement j'ai pas les termes, mais bon, en tout cas il a pas reçu ce qu'on lui a transmis, on va dire ça comme ça. En tout cas il l'a pas su le garder, ou il a pas voulu le garder après. Voilà. Mais du coup, ça me permet sans transition, de te demander comment on fait pour bien transmettre et comment on fait pour bien recevoir. Parce que, et encore le terme bien est un peu connoté. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, peut-être qu'avant ça, on peut peut-être parler de l'héritage, justement. Oui, bien sûr, excuse-moi. Comment, bien sûr, excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'héritage ? Excuse-moi, oui, tout à fait. On fait un focus sur l'héritage, justement. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'héritage psychologiquement dans l'esprit des gens, autant du côté, en l'occurrence, pour les gens qui sont concernés directement, tu vois, mais parfois c'est à l'échelle de gens qui se réveillent au moment d'un héritage. Voilà, il faut dire que ça peut être une personne, mais comme plein de personnes. Oui. En fait, comme on disait, donc la transmission s'articule autour de deux moments fondamentaux qui sont la naissance, on en a parlé, et la mort. Donc en fait, quand quand l'ascendant meurt dans la famille, donc il y a un premier sentiment de perte et il y a une réaction en fait de regroupement de tous les membres de la cellule familiale autour du défunt et de sa famille. Il y a un temps de recueillement, il y a un temps de deuil qui sert à renouer les liens entre les membres de la famille. Et il y a différentes balises en fait dans le deuil qui sont très ritualisées. Et dans ces différentes balises, il y en a une qui est fondamentale, qui est justement celui du moment notarial de l'héritage, qui va être un moment de repère extrêmement chargé.
toujours sur le sujet de la transmission. Ça va être en effet un moment solennel devant notaire, légal, de transmission. Je renvoie au film des 3 frères avec la scène qui est quand même très drôle. C'est ça. L'usufruit de votre quote-part entière à diviser. Et cette transmission, en fait, ce qui se passe dans l'héritage, c'est un sujet important, qui est pas uniquement matériel, mais une transmission identitaire. Nulle part ailleurs qu'au sein de la cellule familiale, l'argent a une valeur plus symbolique qu'économique. Parce qu'en fait, au-delà de sa valeur, l'individu va y recevoir sa place, ses attentes de reconnaissance ou pas, d'affection ou pas, de positionnement ou pas. Et ensuite, ça va lui permettre d'asseoir son pouvoir ou au contraire de se sentir soumis, rejeté, humilié. Et donc, c'est un moment très, très important, celui où on reçoit les biens et celui où on va prendre une nouvelle place en tant qu'héritier et où le lien de filiation va être soit justement renforcé, soit justement ébranlé. Donc, la transmission des biens, pour déjà répondre à tes questions, elle ne peut se faire sainement que si l'héritier est en pleine certitude de son identité psychique dans sa famille, de son bon droit, de sa place. Je vais revenir après justement sur les pathologies. Et l'héritage va reposer indirectement la question de la filiation, la question des liens, la question des relations que le défunt entretenait avec sa descendance. C'est pour ça que souvent il y a plein de drames familiaux et même pour la petite cuillère, on se sent rejeté. Enfin, ça, on les connaît, ces guerres fratricides, les sentiments d'injustice. Et dans le testament, en fait, ce qui est très très particulier et de très spécifique aussi, c'est que le sujet du verbe, celui qui dit je, en fait, il est mort. Donc, on ne peut pas... Et l'objet, celui qui reçoit, reste le vivant. Mais il n'a qu'une place d'objet. Et c'est l'absent qui va imposer sa parole que le vivant ne peut que recevoir. Donc, la révolte est impossible. Si, en fait, elle est possible. En France, par exemple, on a le droit de refuser un héritage. Contrairement à ce qui se passe à la naissance. Oui, c'est vrai, t'as raison. Est-ce que, pour autant, ça veut dire que... est-ce que refuser un héritage... ça veut dire que finalement... Ouais, enfin, ça veut pas pour autant dire que t'as digéré la pilule, peut-être même au contraire. Ouais. Mais bon, en tout cas, en cédant ses biens, le mort va mettre l'hérité dans une sorte à nouveau de redevance, en reprenant à sa charge les éléments de son histoire. Et c'est pour ça qu'il y a des gens pour qui l'héritage est lourd. Parce que quand on accepte un héritage, qu'est-ce qui se passe ? On endosse les bénéfices, on endosse le positif de ce qui a été construit par nos ascendants, mais on endosse aussi les raisons inconscientes qui ont poussé nos ascendants à accumuler des biens. On endosse aussi peut-être des dettes. On endosse des histoires qui ne nous appartiennent pas. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, tu as même des gens qui sont censés... Enfin bref, après, c'est une catégorie très privilégiée, mais tu as des gens qui sont obligés de vendre des biens pour payer un héritage aussi. Enfin, on parle pas de ça, mais c'est... Mais c'est vrai. Il y a une sociologue qui s'appelle Anne Gottman qui a décrypté en fait les différentes conduites pathologiques selon les manières de recevoir un héritage. Donc elle a fait 2 catégories, enfin de ce que j'ai lu, j'ai sûrement pas tout lu. Elle dit il y a une première catégorie, c'est les gardiens du temple des valeurs familiales. On parle des pathologies, on peut tout à fait, je précise, recevoir très sainement un héritage, en faire quelque chose de positif. Mais les gardiens du temple, ce sont ceux en fait qui se sentent à tout prix le devoir de continuation de l'identique. C'est typiquement, on en parlait tout à l'heure, les familles royales chez qui rien ne bouge. La tapisserie n'a pas bougé depuis 300 ans, les maisons sanctuaires où rien ne doit se perdre, rien ne doit changer. Et en psychologie, on pourrait se dire qu'il y a un sentiment de culpabilité inconsciente s'ils n'arrivent pas à réussir à faire aussi bien, donc ils touchent à rien, avec cette espèce de fantasme de préserver l'image du corps familial de la décomposition. Tu vois ? Donc ça, c'est une... façon extrêmement conservatrice de recevoir son héritage. Et à l'opposé, tu as les héritiers qui n'arrivent pas à devenir propriétaires de leur héritage, qui ne peuvent que être des dépositaires d'une certaine façon. Ce sont ceux pour qui il y a une urgence inconsciente. Il y en a énormément, des gens comme ça aussi. Ils doivent se défaire de la créance parentale. Ils doivent se défaire de toute assignation. Ils vendent la maison, ils vendent des biens, ils donnent tout de suite tout à tout le monde. Ils restent dans une dynamique où ils doivent se dépêcher de vendre ce qu'ils ont reçu. Ce sont aussi ceux, c'est les mêmes, enfin c'est pas les mêmes, mais c'est la même catégorie, qui va tout dilapider par exemple, où quelque chose a été mal transmis. Ils peuvent pas se sentir bien sûr. Ils peuvent pas le réceptionner. Non, ils n'arrivent pas à devenir propriétaires. Donc ça, c'est côté récepteur. Côté émetteur, là, c'est pas Anne Gottman, c'est Alix Georges qui interprète. Alors, allons-y. Je pense qu'il y a 2 pathologies. La première, c'est
toutes ces générations qui n'ont rien eu, qui n'ont rien reçu, qui veulent combler ce manque à tout prix et qui toute leur vie vont se sacrifier pour la génération d'après. Personnellement, je trouve ça pathologique. Pourquoi, à tout prix, besoin d'accumuler en se sacrifiant pour ceux d'après? C'est ne pas leur faire confiance. Pourquoi soi-même ne pas montrer qu'on peut quand même profiter de ce qu'on accumule, qu'on peut profiter des biens qu'on construit? Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que ça peut être pathologique quand c'est poussé à l'extrême. Bah, ça pousse à la culpabilité. Oui. Enfin, c'est-à-dire que ça met tout de suite l'enfant dans une situation où il se sent c'est très exact. fautif. Exactement. Et tu as la deuxième catégorie qui est encore plus pathologique, on va dire, qui est ceux qui n'arrivent pas à léguer. Donc là, je pense, il y a une série extraordinaire qui s'appelle Succession. Je ne sais pas si tu l'as vue. Mais je ne l'ai pas vue encore. À voir, série shakespearienne totale. Netflix, hein. OCS. Ah, OCS. Où tu as Logan Roy, donc patriarche milliardaire d'un conglomérat américain dans les médias et divertissements, père de 4 enfants, qui doit envisager sa succession parce qu'il commence à vieillir et avoir différents symptômes. Et donc, en fait, ce qu'on va voir, c'est toute la lutte pour le pouvoir au sein de cette famille avec les rivalités fratricides, les trahisons, les relations familiales toxiques. Mais surtout, ce qu'on va voir, c'est cette figure de monarque des temps modernes avec la violence psychologique de ce personnage qui va imposer à ses enfants les pires blessures narcissiques et où sa crainte la plus profonde va être que ses héritiers s'émancipent de sa tutelle et un jour s'approprient ce que lui-même a construit. Et en fait, il va tout le temps, dès qu'il va proposer en fait une promotion à un de ses enfants, aussitôt, dans un mécanisme très pervers, il va s'en suivre une brimade, une humiliation pour anéantir sa confiance en lui. Il ne peut pas léguer. Toute la série va être comment il va s'organiser pour diviser ses enfants parce que il lui est impossible de léguer quoi que ce soit. Mais alors ça, tu vois, après, ça mériterait de faire un épisode, mais je pense que c'est une pathologie, comme tu le dis. Oui. Mais qui recouvre presque un regret d'avoir fait des enfants. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je dirais pas ça, mais je dirais en tout cas une ambivalence extrêmement forte. C'est souvent des personnalités comme ça, très très charismatiques. Après moi, le déluge, ou rien ne me vaut. Enfin, personne n'est à la hauteur. Exactement, et qui ont des blessures narcissiques extrêmement fortes, non travaillées, qui fait qu'il y a une incapacité, il y a une espèce de pulsion de destruction, une incapacité à transmettre et à faire en sorte que l'héritier puisse s'approprier cette transmission. Oui. Pulsion de destruction, ouais, exact. Donc oui, c'est pathologique. On était dans la famille des pathologies. Hein. Oui, dans la famille des pathologies. Sans compter tout ce que ça peut créer comme sujet sur les générations d'après, en plus. Enfin, sur les petits-enfants ou sur les arrière-petits-enfants. Enfin. Du coup, donc ça c'était sur l'héritage. Ouais. Tout à l'heure, j'évoquais le fait de bien transmettre et de bien recevoir. Mais déjà en lisant ça, en disant ça, j'ai du mal parce que ça voudrait dire qu'il y a une manière bonne et mauvaise de transmettre et une bonne et une mauvaise manière de recevoir. Oui. Tout ça c'est très subjectif, mais finalement il y a peut-être des bons, enfin des mark-up, tu vois, que tu aurais relevé. Oui, pour moi, il y a, enfin, en tout cas, on peut... transmission saine, on va parler de saine transmission ou de saine réception, enfin, je sais pas comment on peut le... Oui, c'est ça, comment bien recevoir, comment bien transmettre, je pense qu'on peut le formuler comme ça. Comment bien transmettre? Pour moi, la première des choses, et ça rejoint justement l'exemple de Succession, c'est d'accepter déjà sa finitude. D'accepter le fait qu'on est mortel, parce que dans l'exemple de Logan Roy, il y a aussi un fantasme de toute puissance et d'immortalité, d'une certaine façon. Bien sûr. D'accepter son effacement aussi, c'est pas facile. Hein. Ensuite, vas-y. Non, excuse-moi, mais ça me fait penser à une phrase que quelqu'un m'a dit une fois et que j'ai trouvé exceptionnelle, je ne sais plus qui me l'a dit. C'est si t'as peur de mourir après 65 ans, c'est que t'as raté ta vie. Ouais, c'est assez fort. C'est dur. Ouais, c'est dur. C'est très dur, mais bon. Tu vois, c'est à méditer. Bon. À méditer. Excuse-moi. Ensuite, accepter, ça pour moi c'est aussi quelque chose de très important. On n'est pas obligé de tout transmettre en fait. On n'a pas forcément envie. On ne doit peut-être même pas tout transmettre. Il faut accepter son ambivalence vis-à-vis de ça et la regarder de façon saine pour le coup. C'est ça. Tu vois ? C'est faire du choix. Enfin, faire du tri, quoi. Ou pas. Oui. T'es pas obligé de tout vouloir transmettre à tes enfants. C'est pas grave.
C'est aussi tes choix de vie et juste les accepter, en fait. Accepter, et ça pour moi c'est fondamental, c'est Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Accepter que ce que tu vas transmettre sera transformé, sera réinvesti, sera vivant, sera réinterprété, et ça pour moi c'est la plus belle des transmissions, en fait. C'est ce qu'a fait Maurice Lévy. Ça me fait penser à ce que m'a dit Maurice Lévy quand il m'a parlé d'Arthur Sadoun, pardon. C'est ça, ce que tu transmets, ça appartient à l'autre, et c'est comme ça. Ensuite, comment bien transmettre? Incarner ce qu'on transmet. C'est le fameux exemple. Si tu as une bibliothèque. Ouais, mais enfin, excuse-moi, incarner ce qu'on transmet. Exactement. Et juste, je reviens sur Maurice Lévy et Arthur Sadoun, c'est pas familial. C'est ça la grande différence. Peut-être, c'est que c'est plus facile à faire. C'est sûrement plus facile à faire, mais c'est quand même possible de le faire en famille. Oui, je pense que oui. T'as raison. Oui, mais c'est un travail familial, je suis d'accord. Bien sûr. Sur incarner, c'est le fameux exemple de la bibliothèque. Si tu transmets une magnifique bibliothèque à tes enfants, mais qui t'ont jamais vu lire un bouquin, ne sois pas surpris. C'est ça, s'ils ne lisent pas. Exact. C'est quelqu'un qui m'a dit que je diffuse ce soir, d'ailleurs. C'est ça, il faut incarner ce que tu transmets. Voilà. Et sur la... préparer ses héritiers pour éviter les cadeaux empoisonnés. Ça me paraît essentiel. C'est ça. Et dernier point, sur comment bien transmettre, toujours se rappeler que quoi qu'il arrive, donner, c'est bon pour la santé mentale. Parce que c'est vrai, le don est une occasion aussi de se légitimer soi-même. Vrai. Bien sûr. Donc oui, il y a le côté empathique, le côté générosité, mais c'est aussi une occasion de se légitimer. Donc c'est bon pour la santé mentale. C'est très bien de le rappeler, j'aime bien comment tu le dis. J'aime bien cette façon de parler. Donner est bon pour la santé. Voilà. Ensuite, après manger, bouger. C'est ça. Comment bien recevoir, tu m'as demandé. Parce que c'est une question. Pourquoi les choses sont-elles dues à tout prix? Enfin, justement, se poser la question, se demander avec sincérité pourquoi ça doit m'être dû. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il faut se poser la question. C'est fondamental. C'est fondamental. Donc, premièrement, pour bien recevoir, déjà être prêt à l'envisager. Tu vois, comprendre en fait qu'à un moment, oui, nos ascendants vont mourir. Peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est plus difficile. Je pense que c'est une question extrêmement difficile. Comprendre qu'on peut devenir légataire de quelque chose, parce qu'il y a toute la question de la légitimité. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai pas le droit? La culpabilité derrière ça. Accepter soi-même aussi, en deuxième point, son ambivalence vis-à-vis de l'émetteur. On a le droit d'être ambivalent vis-à-vis de ce qu'on reçoit. C'est pas une raison pour dilapider, c'est pas une raison pour justement tout geler pour autant. Tu vois ce que je veux dire? Accepter qu'on a le droit de faire évoluer en fait cet héritage et sortir de sa posture d'enfant en fait, tout simplement. Et pour ça, c'est quoi? C'est travailler son identité hors du champ de la transmission. Et se demander avec sincérité à quoi on veut être loyal, à quoi on veut être pas loyal et pourquoi. Recevoir, je le précise, et je pense qu'on peut justement un peu clôturer sur cette idée, c'est un processus actif. On disait donner c'est bon pour la santé mentale, mais recevoir c'est un processus aussi où notre santé mentale doit être très active en fait. Bien sûr. Et Goethe disait ce que tu as hérité de tes parents, acquiers-le pour le posséder. C'est tellement vrai. Mais oui, c'est l'héritage, c'est une composante active. C'est bien sûr. Nous faut acquérir une acquisition. Ce qu'on hérite de nos parents, tu vois, pour devenir un individu libre, autonome, responsable, qui s'inscrit dans sa filiation. Il faut effectuer un travail de tri, d'actualisation, d'appropriation de ce qu'on nous a transmis. Il y a très peu de gens qui le font. C'est pas si facile à faire. Et tu as André Comte-Sponville, qui est un philosophe contemporain, qui dit... Il dit, c'est la même idée. Continuer d'avancer, c'est la seule manière de ne pas trahir sa source. Continuer d'avancer, c'est la seule manière de ne pas trahir sa source. C'est magnifique. Et c'est lui qui a sorti cette phrase que je viens de te donner sur les 65 ans. C'est peut-être pas 65, mais 60 ans, je sais plus. D'accord. C'est lui qui a dit ça, dans le podcast de Pauline. C'est toujours continuer d'avancer. Hériter, c'est faire évoluer, c'est rester vivant, c'est rester adapté au monde d'aujourd'hui. Et toute la question, ça va être de comment trouver son chemin entre la loyauté aux origines et la fidélité à soi-même. C'est superbe. Ouais. Mais ça me fait beaucoup réfléchir. Beaucoup. Tant mieux. Écoute, Alix, merci 1000 fois. Je rappelle... que tu t'appelles Alix Georges et qu'on peut te retrouver sur tous les moteurs de recherche. Tu as un site internet,
Tu es thérapeute, hypnothérapeute. Je te remercie 1000 fois pour notre échange. J'ai appris plein de choses. Je vais beaucoup cogiter ce soir. Et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup Estelle. Merci à toutes. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode. How do you make your accounts payable work better, faster, and smarter? Automate your AP from spending requests right through to payment with Concur Invoice. Accelerate invoice processes, see spending upfront, and find real cost savings. You'll also be giving time back to your team to focus on the work that matters most. Move your business forward with SAP Concur Solutions. Visit concur.com to learn more.